Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On a eu des annonces économiques, on en parlera. On fera une analyse du BTC. On verra que d'un point de vue technique, c'est compliqué, hein. Malgré des news assez intéressantes, c'est compliqué pour moi de se positionner. Mais en fonction de certaines clôtures, je pourrais potentiellement me positionner. Donc, on en parlera également. On verra des altcoins, le marché US qui réagit pas tellement bien, alors qu'on a eu une annonce économique qui était plutôt pas mal. On a eu le taux d'inflation aux États-Unis, hein, donc tout ce qui est CPI, ça nous permet de mesurer globalement l'évolution de l'inflation aux États-Unis, et c'est suite à ces données qu'on va pouvoir ajuster les taux d'intérêt. De base, on anticipait, alors de base, on va dire, si on revient il y a quelques mois, on anticipait 6 baisses des taux pour fin 2024, avec une inflation qui a galéré à descendre, qui était moins bonne que prévu pendant un moment. On est passé à 2 baisses des taux, voire à un moment une baisse des taux. Là, on a eu des résultats qui étaient meilleurs que prévu. D'accord. Et pourtant, on n'a pas un marché qui a très bien réagi. Quand je regarde ici les probabilités qui sont anticipées pour des potentielles baisses des taux en fin 2024, donc le prochain FOMC, le discours de Jérôme Powell avec les taux d'intérêt, alors ça sera déjà pricé, il y aura aucune surprise, il y aura pas de changement, ça sera le 31 juillet. Par contre, après, on peut avoir 2 baisses des taux pour fin 2024. Donc c'est plutôt une news qui est encourageante. Je vous rappelle, hein, la baisse des taux, c'est quelque chose qui est attendu par le marché pour vraiment avoir. Alors, le marché est bullish, hein. Pourquoi le marché est bullish? Alors il y en a qui peuvent me dire oui, mais pourquoi on a un S&P qui fait ATH sur ATH alors que on n'a pas encore cette baisse des taux? Parce que c'est déjà pricé, les gens anticipent à l'avance qu'il va y avoir une baisse des taux. C'est pas quand on sera en train de baisser les taux et qu'on reviendra à des taux clairement acceptables et très intéressants qu'il faudra se dire ah bah ça y est, c'est le moment. Voilà, c'est comme quand on a une crise, quand tout va mal, c'est là où il y a les meilleures opportunités, d'accord? Tout ne sera jamais rose pour rentrer en position. Et l'erreur, c'est d'attendre vraiment que tout soit magnifique. Les gens anticipent à l'avance qu'il va y avoir une baisse des taux, et c'est pour ça que le marché est bullish, d'accord? Et attention, quand on aura atteint le point le plus bas, hein, sur cette baisse des taux, qui va prendre bien sûr plusieurs mois, voire plusieurs années, bah là, faudra faire attention. Faudra faire attention parce que on pourrait être potentiellement sur un top, d'accord? Parce que qu'est-ce qui arrive quand tout va bien? Et ben potentiellement le marché est cyclique, donc potentiellement tout ira mal après. Et ça, les gens ils l'anticipent. Et c'est pour ça qu'on a un S&P, un Nasdaq qui font ATH sur ATH, alors qu'on n'a pas eu encore cette baisse des taux. Elle est prévue que pour fin 2024, parce que les investisseurs, les traders, etc., ils anticipent à l'avance qu'il va y avoir cette baisse des taux, parce qu'elle est inévitable. Elle peut être décalée, c'est pour ça que des fois il y a des surprises en fonction de si c'était déjà trop pricé ou pas, mais on sait qu'il va y avoir cette baisse des taux, c'est juste une question de temps. Et c'est pour ça que le marché, il price plutôt bien. Maintenant, ouais, on a eu ces annonces économiques là à 14h30 qui étaient bullish, hein, d'après les annonces, puisqu'on a une inflation qui a plus baissé que ce qui était anticipé. Donc le fait qu'on ait une inflation qui est plus basse que ce qui était prévu, on peut s'attendre à une baisse des taux pour fin 2024. Alors de base c'était une baisse des taux, 2 baisses des taux, peut-être 3 baisses des taux, bon on verra, mais dans tous les cas, plus l'inflation va baisser et plus on aura de chance d'avoir une baisse des taux assez rapidement. Donc c'est une annonce qui est plutôt encourageante. Maintenant, le marché n'a pas spécialement bien réagi là sur du court terme. On voit au moment de l'annonce, on a eu ici une prise de liquidité, quelque chose d'assez bullish, puis après on a totalement rejeté. C'est là l'importance de coupler, hein, l'analyse fondamentale avec l'analyse technique, d'accord? C'est là parce que si on a comme ça une annonce bullish avec un marché d'un point de vue technique qui n'est pas spécialement bullish, c'est pas spécialement encourageant, et c'est pour ça, c'est là où joue le jeu l'importance de l'analyse technique. Donc voilà, en tout cas, c'est une annonce qui est plutôt encourageante, mais comme je dis, le marché n'a pas spécialement bien réagi. Voilà, on peut jamais anticiper le marché ce qu'il va faire, et voilà, on a encore une preuve où c'est compliqué de trader les news, et je vous le déconseille. Moi en tout cas, je ne trade absolument pas les news, c'est-à-dire je vais pas être ici à 14h31 prêt à acheter ou vendre en fonction de comment le marché réagit. Peut-être qu'il y en a, ils ont des setups là-dessus qui tourne, pas de souci, mais moi c'est pas quelque chose que j'aime bien faire de manière générale. Maintenant le BTC, on se trouve où? Eh ben on en avait parlé lors de la dernière update, que moi je voulais le break de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait ici une pattern de retournement en daily. Malheureusement, on a eu 2 prises ici de liquidité. On a des acheteurs qui sont piégés à l'intérieur de ces mèches. C'est pas encourageant ce qu'on est en train de faire ici. On voit qu'on n'arrive vraiment pas à break. Alors là, certains pourraient voir un break 4 heures. Moi, je surveille surtout la clôture daily. Et le fait d'avoir comme ça 2 mèches hautes, ça nous montre que il y a eu une tentative de break
par les acheteurs, repoussés par les vendeurs. Donc à l'intérieur de ces deux mèches, il y a des acheteurs qui sont piégés. Des acheteurs qui sont piégés, c'est potentiellement des futurs vendeurs. Donc ici, c'est une zone qui est bien défendue, et si on avait eu une clôture daily, j'aurais pu me positionner, même si honnêtement je préférais avoir une réintégration ici, quitte à avoir une entrée un peu plus haute, mais avoir une meilleure confirmation. Mais j'aime pas les deux rejets ici que je vois pour le moment, et actuellement on est toujours dans cette phase de range et dans une dynamique qui est plutôt baissière. Donc voilà, les niveaux n'ont pas changé, on est sur ces 4 niveaux maintenant. Faut patienter, il peut y avoir des opportunités sur des altcoins, mais actuellement sur le BTC c'est pas incroyable. Si je regarde sur du plus court terme, voilà, on voit qu'on rentre dans un range, parce qu'on a un tunnel 1 heure qui est plat, tunnel 4 heures qui était orienté à la hausse. Là sur du court terme, il y avait une tendance bien entendu en 1 heure, on le voit bien, des creux et des sommets de plus en plus haut, mais là on arrive sur des moyennes mobiles qui sont plates, donc on est là sur du trading de range, hein. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez prendre votre volume profile, vous pouvez tracer vos zones vous-même. Voilà, on a notre value area low en dessous des 56 000 $, une value area high au-dessus des 58 500 $, d'accord. Voilà, on a nos extrémités, et là-dessus on peut trader en fonction de ces extrémités. Alors peut-être qu'il y en a qui vont trader l'annonce en fonction des résultats qui sont attendus. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous tradez, ça c'est un point important que je vais expliquer, parce que vous pouvez vous retrouver ici en fonction de votre profil. On a deux types de profils de trading, de trader. On va voir tout ce qui est trading mécanique et ce qu'on appelle trading discrétionnaire. Alors, c'est quoi la différence? Alors, de base, si vraiment on prend la définition de base, mais moi j'aime bien modifier, on va dire, certaines définitions. Trading mécanique automatique, hein, on va plutôt l'appeler comme ça, automatique. De base, c'est on utilise des algorithmes, des robots de trading pour rentrer en position. Et le trading discrétionnaire, ça va être un humain tout simplement qui va trader derrière un compte. Ça c'est la définition de base. Moi, si je la modifie avec mes mots, comment je le verrais? Le trading automatique, c'est vraiment un ensemble de règles qui sont fixées. Vraiment, on a une règle A, on peut faire une règle 1, une règle 2, 3, 4, 5, etc. Et on rentre en position quand l'ensemble de ces règles sont exécutées. On a un setup sur 200, 300, voire plus de trades qui nous dit que ce setup, il respecte ces 5 règles et uniquement ces 5 règles. Il n'y en a pas une qui est enlevée, il n'y en a pas une qui est ajoutée. Donc on a un historique complet qui nous permet de nous dire, ok, ce setup-là fonctionne. Et le but, c'est, ok, par exemple, ta règle numéro 1, on revient sur une moyenne mobile. Règle numéro 2, on a une pattern de retournement. Règle numéro 3, on a un momentum qui est bullish. Voilà, ça c'est un ensemble de règles, et on va rentrer en position lorsque toutes les règles sont enclenchées. Et surtout, on a une preuve, un historique concret qui nous montre que ce setup fonctionne. Trading discrétionnaire, ça va être plutôt de s'adapter, de prendre en compte l'analyse fondamentale et de se dire, ok, j'ai des compétences d'un point de vue technique, j'ai des compétences d'un point de vue fondamental, j'ai pas spécialement un setup avec je vais avoir des règles qui s'adaptent. C'est-à-dire que on va voir la même chose, on va voir par exemple 1, 2, 3, 4, 5, mais on va voir une avec ici 2.1, 2.2, en gros on va s'adapter. C'est-à-dire que à la différence où là je vous disais on a une moyenne mobile, on a une pattern de retournement, etc. Et à la place du moyenne mobile, on peut avoir un niveau de support ou un point pivot. Et la pattern de retournement, ça va pas être qu'un W, mais ça va être un ravalement. Donc en gros c'est le trading automatique, comment je le vois, c'est des règles qui sont fixes, claires, et qui ont un historique qui prouve que ça fonctionne. Et le trading discrétionnaire, c'est, ok, ce que je veux, c'est, au lieu de voir juste un W, par exemple là, dans ma règle numéro 2, c'est un W, là, dans ma règle numéro 2, là, je vais avoir globalement une réaction acheteuse. Et la différence, c'est que là, on veut absolument une pattern en W, là, on veut une réaction acheteuse. Ici, on va par exemple vouloir une divergence haussière sur le MACD, là, on va voir un affaiblissement, d'accord? C'est globalement la même chose, sauf que vous voyez que là on veut vraiment une divergence haussière sur le MACD, que là on veut un affaiblissement. Donc ça peut être un affaiblissement qu'on va avoir sur le prix via des indicateurs, et c'est comme ça que je vois la différence entre le trading automatique et le trading discrétionnaire. Alors si vous commencez, et si vous êtes débutant en trading, je vous recommande 100% le trading automatique. Vous laisserez place beaucoup moins à vos émotions, parce que
L'avantage du trading automatique, c'est vos règles, ils sont fixes, vous les respectez, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. L'inconvénient, c'est des fois, vous avez peut-être un setup qui ne s'enclenche pas pour une seule règle, alors qu'il aurait pu passer. Maintenant, c'est le but du trading automatique, c'est vous respecter l'ensemble de ces règles. Le trading discrétionnaire, ça a demandé quand même beaucoup plus de compétences, parce qu'il faut bien maîtriser ses émotions, dans le sens où, des fois, comme je dis, on peut avoir ce 2.1, 2.2, 2.3. En général, on prend aussi le contexte fondamental, ça peut être l'une des règles qui rentre à l'intérieur, et c'est pour ça que c'est difficile de faire du trading automatique en mettant en place un contexte d'un point de vue fondamental. Donc ça, c'est un peu deux types de trading. Je fonctionne beaucoup plus sur du trading automatique, j'ai beaucoup plus de setup comme ça. Ça m'arrive de rentrer de temps en temps sur du trading discrétionnaire, mais la différence, c'est que je vais beaucoup plus être sur du trading automatique mécanique sur de l'intraday, et sur du swing trading, trading long terme, je vais être beaucoup plus sur du trading discrétionnaire. Voilà, ça c'est comme ça je fonctionne, mais dans tous les cas, si vous commencez, je vous conseille beaucoup plus le trading automatique, parce que trading discrétionnaire, c'est pas trader au feeling, hein. C'est s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, mais c'est quand même avoir un gros bagage de connaissances, de compétences pour s'adapter. Mais ce qui est dangereux, c'est les émotions peuvent jouer, parce qu'on a des règles qui vont être beaucoup moins strictes. On va avoir des règles, on va avoir un plan, mais c'est un plan qui est adaptable, d'accord. Voilà, c'était ce que je voulais vous parler globalement. Mais ceux qui rentrent en fonction des news, attention là-dessus, parce que voilà, en général, c'est pas parce que la news est bullish qu'on va avoir absolument une réaction bullish au niveau du marché. Voilà, BTC, j'ai pas grand chose à dire de plus, on est toujours globalement dans ce range sur du court terme, et actuellement là sur du court terme, vaut mieux faire de la stratégie de range. Ether. Alors Ether, ça change pas, globalement, de toute façon, ça a pas beaucoup bougé cet été-là, pour le moment en tout cas c'est pas parti. On attend toujours ces news sur les ETF, on a toujours une bonne réaction sur ce bad range, on est toujours selon moi sur une zone d'achat. La différence c'est que Ether, on le voit, il est un peu plus bullish vu qu'il a validé cette pattern de retournement ici. On a notre pattern en W qu'on voit mieux en 4 heures, et pour le moment voilà, on a quand même une réaction bearish, vu qu'on a ici quand même une pattern qui est pas terrible, mais on est quand même au-dessus de cette ligne de coup. Maintenant, c'est compliqué de prendre des positions, parce que oui, Ether lead un peu plus le BTC ces derniers jours. Maintenant, c'est pas flagrant, il n'y a pas une grosse différence. Sur ETH BTC, on est toujours en train de rebondir, on est à l'intérieur de ce range là, sur du moyen terme là, hop, bloqué entre deux bornes. Donc voilà, soit on cherche des achats sur la borne basse, soit on attend le break de cette borne ici, mais dans tous les cas, je suis toujours bullish sur ETH contre le BTC. Sur du court terme, on va voir Ether. Voilà, sur du court terme, c'est plutôt pas mal, on voit qu'il y a une tendance qui était bien en cours là, avec un 15 minutes qui faisait office de support. On a break le 1 heure, on est en train de pullback à l'intérieur, à voir la réaction. Maintenant, c'est vrai qu'on a réintégré ce niveau-là, on voit qu'on avait un range, on l'a break, on avait même fait un petit pullback ici, on le réintègre. En général, quand on la réintègre comme ça, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance, à voir maintenant si on a une réaction acheteuse à l'intérieur. Parce que vous voyez, il y a une différence ici entre... Hop, allez, alors je vais tout masquer, ça va être très simple. Vous voyez, le tunnel 15 minutes, c'est un bon point de repère pour chercher des achats. Maintenant, il y a différentes façons d'y aller. Ici, on va chercher ce niveau-là, mais avec un momentum qui est extrêmement bearish. On le voit bien ici. Le flux est baissier, et c'est compliqué, parce que là, c'est pas spécialement de faire de la contre-tendance, parce que la tendance est haussière, mais c'est se positionner lorsqu'on a un flux baissier, un momentum qui est baissier. Comparé à là, vous voyez, au moment où on va chercher ce tunnel 15 minutes, on a ici une divergence qui est haussière. Et là, on a un affaiblissement. Et vous voyez la différence entre un momentum bien bearish et ici un momentum qui est bullish, on pousse à la divergence haussière, même ici, dans toute cette zone. Voilà, vous voyez la différence. Et là, déjà, c'est plus intéressant de se positionner à ce niveau-là. Puis après, si vous voulez attendre une confirmation, on peut avoir une réaction acheteuse, ça peut être un ravalement, on repasse au-dessus de ce niveau-là, une petite pattern de retournement. Bon là, elle est minime, c'est compliqué ici, mais voilà, on a un ravalement assez concret ici, une réaction acheteuse. Voilà, là, ça peut être intéressant. Mais ici, c'est pour ça il y a différents contexte pour aller chercher un niveau. C'est pas parce qu'on a localisé une zone qu'on a un point de repère intéressant qu'il faut absolument rentrer en position, mais vous voyez là c'est compliqué, alors que là on avait quand même un momentum qui était plus favorable, et surtout aussi on était au début de notre dynamique. Si je me mets en 1 heure, là on était au début.
Donc c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est au début d'une tendance qu'après on a bien entamé notre tendance et qu'on a un affaiblissement sur les unités de temps supérieures. Donc c'est là l'importance d'avoir un point de repère, une bonne zone, où on va chercher des achats, mais c'est pas parce qu'on a cette zone qu'on va absolument rentrer en position. Et là, or là on peut très bien rebondir. Attention, je dis pas qu'on ne peut pas rebondir. Je dis juste que les probabilités sont beaucoup plus intéressantes quand on a comme ça un affaiblissement que lorsqu'on a un prix qui dump autant. D'accord? Maintenant, certains, dans leur setup, par exemple, qui vont trader avec des tunnels Vegas, ils vont ignorer le momentum, ils vont quand même se positionner. Ce qui compte, c'est, à la fin, est-ce que ce setup, sur 50, 100, 200, 300 trades, est-ce qu'il est rentable? Et c'est comme une recette de cuisine, hein, quand vous créez votre setup comme ça, vous avez plusieurs conditions, ok? Vous avez plusieurs conditions, et il n'y a pas de mauvais setup. Il n'y a pas de mauvais setup. Par contre, la modification d'une seule règle, la modification d'un élément, d'un ingrédient, ça peut tout changer les statistiques d'un setup. Mais on peut pas savoir à l'avance, sans l'avoir testé, si ça fonctionne. Alors oui, il y a quand même des choses logiques. C'est-à-dire, si vous vous amusez à shorter tous les supports et à long toutes les résistances, il y a peu de chances que votre setup fonctionne, bien entendu. Mais voilà, faut tester. Après, c'est comme ça, faut tester. Ça se trouve, vous allez trouver votre setup au bout de 1 mois, de 6 mois, de 2 ans. Ça dépend de chacun. Ça dépend bien sûr de vos compétences, de vos connaissances du marché, etc., etc. Et après, on peut avoir un setup. Maintenant, après, il faut avoir la bonne gestion de risque, il faut avoir les émotions, la bonne gestion de ces émotions. Il y a toute autre chose qui va avec. Hein. C'est pas juste vous avez votre setup et ça fonctionne absolument pas. Sinon ça serait bien simple. BTC Ether, on a vu. Je voulais voir la Bitcoin dominance parce qu'on est toujours dans cette consolidation où voilà, c'est dessiné hein, globalement ce que je vois. Hein, je veux le break de c'est 54% de Bitcoin dominance, c'est vraiment le niveau clé qui est ici. Hein. Et si on repasse en dessous et qu'on break, voilà, on a un affaiblissement, on le voit bien, hein, toute cette divergence baissière. Hein. De toute façon, on est dans une compression là, sur le momentum, on le voit bien. Et ce qu'il faut, c'est passer sous ce niveau-là. On passe sous ce niveau-là, pour moi, on peut avoir une altcoin season, et on aurait un top sur la Bitcoin dominance. En tout cas, on aurait un changement de dynamique. Alors, c'est pas parce qu'on fait ça que ça y est, on fait ça direct. On peut bien sûr faire ça, retracer, mais globalement, déjà, on aurait un changement de structure. Ça serait plutôt pas mal. Peut-être attendre septembre pour avoir un mouvement. Après, bon, on entend souvent parler que l'été, il se passe pas grand-chose, que la volatilité est plus calme, surtout avec l'arrivée des ETF, ça me surprend pas. Maintenant, il y a déjà eu des étés où ça a très bien performé. Hein. Si je regarde, bon là, il s'était pas passé grand-chose juillet, août. Bon, on a quand même de la volatilité. Hein, là, début août, 15 août, on a quand même un marché qui prend à moins 17%. Donc, on a de la volatilité, bien entendu. Ici, on pose un bottom et 20 juillet, donc c'est l'été. Hein, 20 juillet jusqu'à si on prend début septembre, on fait un plus 70%, et on est en plein été. Donc faut pas se dire que ça y est, c'est l'été, le marché va rien faire pendant 2 mois. Ça se trouve c'est le cas, mais faut pas se dire que tous les étés ça se passe mal, enfin ça se passe mal, il se passe pas grand chose. Donc voilà. Mais pour le moment en tout cas, oui, l'amplitude n'est pas incroyable. On est sur une amplitude de 10%. D'ailleurs, je viens de le voir, mais on va bientôt valider cette divergence haussière, ce qui serait plutôt pas mal. On aurait un affaiblissement des vendeurs, c'est trop tôt pour vraiment parler de retournement, mais c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Tout comme on avait cette divergence haussière qui était validée, qu'on accroche ici. Et après, on s'est retourné. Le marché US. Alors oui, comme je l'ai dit, marché US, on a un premier signal depuis un moment là qui est... Alors, mettre des moyennes mobiles, voir juste où on se trouve, on a peut-être break le 15 minutes. Ouais, ce 15 minutes qui faisait office de support. Je vais vous dire la même chose que je vous ai dit le 20 jours. Je vais vous dire exactement la même chose. Sur du court terme, c'est un premier signal qui est bearish, ça ne remet pas en cause toute la dynamique de fond qui est haussière, et break le 15 minutes comme ça, on a de grandes chances d'aller chercher le tunnel 1 heure, et pourquoi pas poser ici un range, d'accord? Puisque on n'a pas posé de structure de top, un marché ne va pas se retourner comme ça d'un coup, on passe toujours d'une dynamique haussière à une phase de range, puis à une dynamique qui est baissière, d'accord? Mais voilà, on a un premier signal qui nous dit ok, attention, sur l'intraday, les acheteurs, méfiez-vous, on a quand même potentiellement une inversion de notre dynamique sur du 1 heure, 4 heures, là avec ce momentum qui est quand même bien bearish, on casse les moyennes mobiles, enfin ouais, le tunnel 15 minutes sur du court terme, mais potentiellement rentrer dans un range, comme on avait fait ici. Vous voyez, là on est dans une phase de latéralisation, et cette phase de latéralisation, précédée par une dynamique qui est haussière, a plus de chances de break par le haut. Alors c'est sûr, je vous répète ça à chaque fois,
Au bout d'un moment, on va poser un top et on va break ce range par le bas et on va potentiellement beaucoup plus corriger. Par contre, ce qui compte, c'est sur les 3-4 ranges qui ont break par le haut, faut que les gains qui ont été générés compensent largement les risques. Je prends des exemples, hein. Mais vous voyez ici, on a break le 15 minutes, on a été chercher le 1 heure, on voit qu'on était dans un range, et ben range presté par une dynamique qui était haussière de fond, plus de chances de break par le haut. On a break par le haut. Ici, la même chose. Ça se trouve ici, on fait la même chose. Mais même si on break par le bas, ce qui compte, c'est que les gains qui ont été générés ici et ici compensent largement. C'est comme quelqu'un qui trade un range, il se positionne sur les extrémités, il y a un moment, ça casse. Il y a un moment, ça casse, il y a un moment, il prend une perte. Sauf s'il n'est pas rentré en trade. Mais admettons, il prend un long ici, un short ici. Là, il prend un long. Donc là, il a un gain, une perte. Ce qui compte, c'est que vous avez une bonne gestion de votre risque. C'est que le gain d'ici et le gain d'ici compense largement la perte qui est ici. C'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de son risque. Donc, sur le S&P, sur du long terme, pas de signaux de retournement. Un premier signal ici d'affaiblissement, ok, avec on va peut-être avoir ici un ravalement en daily. En plus, c'est le genre de ravalement où on a tentative de break par le haut, on le voit bien sur la mèche, et ravalement. Donc, on pourrait être ici ce qu'on appelle une bougie de contrôle. Donc, admettons la bougie à clôture ici, on pourrait avoir ici une bougie de contrôle. C'est-à-dire qu'on va globalement range up entre ces deux bandes. Bon, c'est une possibilité qu'on a comme ça des ravalements avec une amplitude assez importante. Est-ce que je peux prendre un exemple? On peut prendre cet exemple-là. Après, un range, c'est jamais parfait, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on a ici une bougie de contrôle, on a range entre ces deux bandes. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Ça se trouve, j'en ai passé, hein, mais voilà. Ce genre de ravalement avec une bonne mèche comme ça, ça peut être le cas où on peut range pendant un moment. Bon, j'en ai sûrement passé, mais voilà, si on ravale en daily, on pourrait être ici entre ces deux bandes. Ça c'est pour le S&P. Pour le Nasdaq. Nasdaq c'est pareil. En plus on a le ravalement ici, on est dans le tunnel qui est 1 heure, dans le tunnel 1 heure. La dernière fois on avait imposé un bottom dessus. Si ce tunnel 1 heure ne tient pas, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel 4 heures qui est la prochaine zone de localisation, comme on avait fait ici. Hop. Tunnel 15 minutes qui fait office de support. Depuis pendant un long moment, on le break, tunnel 1 heure, on part, on le rebreak, tunnel 4 heures. Par contre, ce que je viens de voir, enfin je l'avais vu, mais ce qui est assez incroyable quand même, c'est on a une bonne décorrélation ici. C'est assez rare qu'on a ce genre de configuration où on va avoir le S&P qui baisse, le Nasdaq qui baisse et l'indice du dollar qui baisse également. En général, l'indice du dollar, en fonction de s'il baisse ou s'il monte, ça nous permet de savoir si on a des investisseurs, plus des entrées d'argent sur les assets à risque ou les assets non risqués, donc les risk on, risk off. Les risk off, donc les assets non risqués, ça va être l'indice de dollar, ça va être les obligations, voilà, ça va être ce genre d'actifs, alors que les assets à risque, ça va être les actions, ça va être les cryptos, ça va être ce genre d'actifs là. Maintenant, c'est assez rare, en général, il y a toujours une décorrélation où quand on a une annonce comme ça économique qui est bullish, on va voir un indice du dollar qui va baisser, comme il y a eu au moment de l'annonce, mais de l'autre côté, on va voir un S&P qui va monter. Alors, il était où? Il était là. Alors, il a monté, mais on voit qu'on a rapidement ravalé. C'est là où, là, il y avait la corrélation qui était classique. Enfin, on a du coup une décorrélation, parce que c'est normal. On va dire qu'ils sont un peu opposés, mais c'est assez étonnant de voir ici un S&P qui baisse autant. Donc voilà, affaire à suivre. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, on a une annonce économique qui a été plutôt encourageante. Maintenant, il manque la confirmation technique. Et c'est là que j'aime bien dire que le fondat c'est bien, les news c'est bien, mais ça peut être faux. Ça peut être faux. Là, les données sont vraies, mais quand je parle des news en général, ça peut être faux, ça peut être des sources non fiables, etc. Que les bougies ne mentent pas. Les bougies, ils sont imprimés, ils sont comme ça. C'est l'offre et la demande sur le marché. C'est pour ça que je préfère l'analyse technique. Donc voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Au niveau des altcoins, moi je vais continuer à faire une analyse des altcoins comme je faisais. On verra dans les prochains jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, et même si vous avez des questions que vous voulez me poser en rapport avec la crypto, en rapport avec le trading ou autre, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Je peux prendre vos commentaires et en vidéo, j'y réponds tout simplement. Donc voilà, ça peut être une question compliquée, une question simple, il n'y a aucun souci. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.